Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du verdict de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui se réunissait pour traiter de la légalité ou non des programmes de rachat massif d'actifs des banques centrales nationales dans le cadre de l'eurosystème. Ce qui s'est passé, le verdict a été très clair. La Cour allemande a voté à 7 voix contre 1 en expliquant non pas que le programme d'achat était en soi illégal, puisque comme ça passe par les marchés secondaires, ça ne viole pas l'article 123 du TFUE, mais en revanche, ils ont sommé la Banque Centrale Européenne de préciser les modalités et la proportionnalité justement de cette politique monétaire, d'autant qu'il y a des limites de rachat qui ont été levées dernièrement. Et en fait, tout simplement, ils vont jusqu'à dire que si ces justifications n'étaient pas données sous 3 mois, la Bundesbank devrait se retirer du programme d'achat massif, ce qui est absolument énorme. Et ça s'inscrit tout ceci dans le cadre d'un match de ping-pong entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour allemande, qui, justement, en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne expliquait que les achats étaient proportionnés et dans la légalité parce que les achats étaient au prorata de la détention au capital de la BCE, des différentes banques centrales nationales. Sauf que si la Bundesbank se retire du programme d'achat, ça veut dire que l'ensemble de la légalité du quantitative easing de la BCE deviendrait illégal. Et la Cour est allée plus loin en exigeant d'ailleurs que le gouvernement allemand et le Parlement allemand devaient se saisir de cette question et devaient demander des comptes à la BCE. La Commission européenne a bien évidemment réagi en défendant son beefsteak, en expliquant que le droit européen était supérieur au droit allemand, mais ça, les Allemands le contestent depuis un moment, ils considèrent que le droit national est supérieur au droit européen, et ça pose toute la question de la crise de l'euro, puisque si les achats massifs arrêtent, il y aura un problème de solvabilité pour l'Italie, par exemple, et on peut se dire que cette décision est aussi politique, que la Cour allemande, en fait, veut pousser l'Italie dans le piège du MES, et on a vu d'ailleurs les taux italiens remonter significativement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la domination de l'Allemagne dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, on a appris que l'Union européenne avait accepté des aides d'État, justement, vis-à-vis des entreprises, et l'Allemagne a eu la grosse part là-dedans, puisqu'il y avait 1900 milliards d'approuvés, et l'Allemagne, qui a plus de moyens, notamment budgétaires, c'est 52% sur ces 1900 milliards. Alors évidemment, certains, notamment les pays du Sud, ont mis le holà et ont dit que ça serait de la distorsion de concurrence, parce que normalement, l'Union européenne, justement, interdit les aides aux États, interdit toute politique industrielle, mais dans le cadre du Covid-19, là, cette fois-ci, ils ont accepté justement ces aides-là. Et on a vu l'Espagnol, par exemple, Josep Borrell, ou le Français Thierry Breton dire qu'il y avait de la distorsion de concurrence. Mais voilà, l'Union européenne, de toute façon, l'a déjà approuvé. Il y a différentes visions dedans, notamment la vision allemande et nordique. Et la commissaire danoise à la concurrence, elle a dit de toute façon que l'Allemagne allait servir comme ça de locomotive. Et ce qui est regrettable, c'est que les autres pays n'aient pas les mêmes marges de manœuvre, justement, que l'Allemagne. Et donc, on sait très bien que ça va passer. Et ça illustre justement cette domination de l'Allemagne à tous les niveaux au sein de l'Union européenne. Et il y a un autre point justement qui va dans ce sens-là, qui est aussi très récent, c'est notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui expliquait en substance que le droit allemand était supérieur au droit européen, alors que pour tous les autres pays, le droit européen s'applique et est supérieur au droit national. En quelque sorte, la Cour de Karlsruhe, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et elle demandait directement des explications à la BCE. Donc ça montre quelque part cette toute-puissance de l'Allemagne et c'est pas la première fois finalement que l'Allemagne fait ce qu'elle veut en ce qui concerne les règles européennes, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais dans les recommandations qui sont données à l'Allemagne pour la cohésion économique de la zone euro, il est souvent dit que l'Allemagne, justement, doit réduire ses excédents commerciaux qui sont absolument énormes et qui nuisent au bon fonctionnement de la zone euro. Il y avait d'ailleurs en 2013 une enquête de la Commission européenne là-dessus, mais qui n'avait débouché absolument sur rien. Et même si on regarde tout
tout ce qui est les grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne, qui sont adressées à chaque État, elles sont différentes pour chaque État, et bien pour l'Allemagne, il était bien indiqué, c'est quasiment le cas chaque année, qu'elle devait stimuler justement sa demande intérieure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment des investissements et des augmentations de salaire, ce qui aurait pour effet de réduire ses excédents commerciaux. Or, on voit bien que l'Allemagne se passe complètement de ces recommandations, et elle le peut parce que ce qui est vraiment contraignant avec les GOPE, c'est ce qui a été ajouté, c'est le TSCG, donc c'est des règles budgétaires. Mais comme l'Allemagne est à l'équilibre ou en excédent budgétaire, la Commission européenne et même les autres États peuvent pas justement attaquer l'Allemagne là-dessus, ce qui est très différent pour les pays du Sud comme l'Italie, la France, qui sont eux obligés d'appliquer ces GOPE. Et il y a un autre point au-delà même des règles, c'est qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, même l'ultra-européiste Jean Quatremer s'était ému de cela. Il faut savoir que l'Allemagne, de toute façon, a placé ses pions dans tous les postes clés de l'Union européenne, que ce soit à la tête du MES, le mécanisme européen de stabilité, que ce soit au niveau de l'union bancaire, soit de toute façon à la tête des institutions européennes, soit c'est un Allemand, ou soit il est au deuxième rang. C'est le cas notamment au niveau du secrétaire général de la Commission européenne, c'est le cas notamment au niveau du Parlement européen. Donc les Allemands trustent absolument toutes les places et donc ont une influence et une domination considérable que les autres États ne remettent pas en cause, et c'est l'Allemagne qui domine absolument tout cela. Mais finalement, moi j'en veux pas à l'Allemagne, parce que l'Allemagne défend ses intérêts nationaux, c'est plutôt bien normal. J'en veux beaucoup plus à nos dirigeants qui, eux, ont cédé et n'ont pas défendu nos intérêts nationaux. Et maintenant, l'Union européenne, de toute façon, telle qu'elle est, c'est évidemment une impasse totale et c'est un carcan dans lequel la France ne peut plus rien faire. Et cette position dominante de l'Allemagne, elle existe. Et donc, soit on l'accepte, on a fêté il y a peu de temps l'armistice du 8 mai, soit on accepte d'être sous domination allemande, d'une Union européenne sous domination allemande, ou soit on s'en va, et s'en aller, c'est évidemment le Frexit. Quand je dis que l'Allemagne, en fait, a défendu ses intérêts nationaux et qu'elle a pris tout ce qu'elle voulait, donc tout ce qui lui bénéficiait dans l'Union européenne, l'exemple criant, c'est évidemment notamment l'euro, parce que l'euro a bénéficié massivement à l'Allemagne, parce que l'Allemagne, il n'y avait pas ce rééquilibrage des parités monétaires, et l'Allemagne a engrangé des excédents commerciaux massifs, notamment vis-à-vis des pays du Sud. Donc l'Allemagne a été très contente justement d'engranger ces excédents, mais maintenant, l'Allemagne se rend compte que toute cette histoire va pouvoir lui coûter très cher, ou en d'autres termes, que les avantages avant excédaient les inconvénients et que maintenant les inconvénients vont commencer à excéder les avantages, et l'Allemagne ne veut pas payer pour les pays du Sud et a peur de deux choses. Il a peur au niveau financier avec son solde Target 2 qui est en train d'augmenter, et tout ceci, ce sont des créances vers les pays du Sud qui n'auraient plus du tout la même valeur si l'euro explosait, mais plus ils attendent en fait et plus le risque financier est là. Et surtout, l'Allemagne a peur justement avec ces rachats massifs de la BCE d'un point de vue financier, qu'elle doive tout payer à la fin, et elle a également peur qu'au bout d'un moment, les autres pays exigent justement cette fameuse mutualisation des dettes, et l'Allemagne ne veut pas assumer la dette des pays du Sud, et l'Allemagne ne veut pas faire de transferts budgétaires massifs vers les pays du Sud. Or, on sait très bien que d'un point de vue économique, pour que l'euro puisse marcher, il faudrait des transferts massifs, quasiment du 200 milliards d'euros par an vers les pays du Sud. Et non seulement l'Allemagne ne veut pas, parce qu'un Allemand ne veut pas payer pour les Grecs, des Espagnols, des Italiens, il a bien voulu payer pour l'Allemagne de l'Est parce qu'il considère que c'est un même peuple, mais ils ne veulent pas payer pour les autres pays européens. Et surtout, en fait, non seulement c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas, parce que si l'Allemagne fait des transferts de 200 milliards par an vis-à-vis des pays du Sud, son économie serait complètement dévastée. Donc elle ne veut pas, elle ne peut pas payer. Et donc la question qui va se poser, c'est que l'Allemagne de plus en plus va pousser certainement pour une sortie de l'euro, mais du fait du poids historique de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ne va pas assumer cette sortie, ne va pas vouloir être le pays qui, pour le coup, déclenche l'explosion de la zone euro, ne veut pas être responsable de ça. Donc un des scénarios très probables, c'est que l'Allemagne justement mette des règles très contraignantes via notamment le MES, où elle pousse l'Italie dans le MES, mettre des règles tellement contraignantes qu'elle pousse d'autres pays, et pourquoi pas l'Italie, à une sortie pour ne pas assumer cette sortie.
Mais ce qui est clair, c'est qu'on voit bien que l'Allemagne, qui a bénéficié massivement de l'euro, commence à être en retrait. Mais l'Allemagne, et c'est le thème de cette vidéo, continue, assume une domination pleine et entière sur l'Union européenne. Et ce qu'on doit faire quand on est raisonnable, et si nos dirigeants défendaient les intérêts nationaux de la France, justement, on se retirait de cette domination, et se retirer de cette domination, ça s'appelle le Frexit. Puis, je voulais vous parler de la souveraineté militaire française qui est mise en danger. Pourquoi? Parce qu'on a appris il y a quelques jours que le programme de chars franco-allemand EMBT, qui était soi-disant sous développement paritaire, avec évidemment financement paritaire, sera bien au niveau de la direction politique sous contrôle allemand. Et finalement, c'est la métaphore parfaite de ce qu'est la chimérique défense européenne. Ça veut dire quoi la défense européenne? Ça veut dire que la France, en gros, met tous les moyens la plupart du temps ou mutualise ses compétences qui sont supérieures à l'Allemagne dans le domaine militaire et l'Allemagne récolte le tout. Donc ça résume ce qu'est la défense européenne et l'absurdité de ce projet. On a appris aussi, parce que c'est pas tout, que le fleuron industriel CNIM, qui fabrique justement les tubes lance-missiles de nos sous-marins nucléaires, ce fleuron est en vente. Et alors, est-ce que, encore une fois, on va respecter les règles européennes qui nous interdisent de choisir tel ou tel acquéreur? Est-ce que l'État, surtout, va monter au créneau pour une nationalisation? C'est évidemment ce qui est souhaitable parce que c'est un domaine stratégique et on peut jouer sur des clauses de sauvegarde, justement, de souveraineté militaire et stratégique. Donc, j'espère que l'État ne va pas reproduire les mêmes erreurs du passé parce qu'on a vu justement des pertes de souveraineté massives dans le domaine militaire. C'était le cas en 2015 quand Alstom Energy a été cédé par Emmanuel Macron aux Américains. Et pourquoi c'était dramatique? Puisque Alstom Energy produit à la fois les turbines des sous-marins nucléaires, mais aussi pour tout ce qui est du nucléaire civil, les réacteurs du nucléaire civil. Et ça, quand vous mettez dans les mains justement d'une puissance étrangère, pourquoi c'est grave et quelles sont les répercussions possibles sur votre politique intérieure? Mais on a un précédent tangible et concret là-dessus. Vous savez que les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle sont sous production, sont fabriquées par une entreprise américaine. Et lorsque la France, en 2003, s'était opposée, rappelez-vous, à la guerre en Irak, eh bien les Américains, de 2003 à 2005, ont tout simplement arrêté la maintenance et arrêté de livrer les catapultes pour la France. On peut imaginer la même chose à l'heure actuelle depuis que Alstom Energy a été cédé. Mettons par exemple que la France veuille mettre une vraie taxe sur les GAFA. Les États-Unis peuvent très bien dire, très bien, si vous faites ça, nous on va demander à General Electric d'arrêter de fournir par exemple vos centrales nucléaires civiles. Donc c'est un moyen de pression colossal et c'est bien en ça que la souveraineté militaire est évidemment importante. Et je parle d'Alstom, mais il y a des cas récents qui montrent la perte de souveraineté et le danger de la perte de souveraineté militaire pour la France. C'est notamment, vous savez, au niveau des fusils d'assaut. Les fusils d'assaut, les anciens et fameux FAMAS français ont été remplacés en 2016 par des fusils d'assaut allemands. Et en janvier 2020, on a aussi appris que l'armée française sera équipée de pistolets autrichiens avec des cartouches tchèques et des kits d'entraînement américains. Donc on voit que la France et tout l'appareil de production militaire français est en train d'être dépecé, soit par des puissances étrangères, soit parce que les règles européennes d'appel d'offres, justement, nous obligent à choisir des producteurs qui ne sont pas français, ou alors, justement, parce que la chimère de la défense européenne nous oblige à mutualiser avec d'autres pays. Et quand vous êtes en mutualisation, par exemple, avec l'Allemagne, eh ben, vous dépendez de l'Allemagne et vous n'êtes plus souverain. La souveraineté militaire est essentielle et justement, ça sera un des premiers éléments qu'il faudra reprendre et grâce au Frexit, on pourra récupérer cette souveraineté militaire et que la France soit complètement libre et maître de ses choix dans le futur.